Binge Audio. Le pouvoir est une chose invisible, indolore, insaisissable. Quand on est en position majoritaire ou dominante dans la société, on ne se pose pas de questions. C'est Éric Fassin, dans le super livre de nos amis de Kif Taras, qui explique ainsi le concept de charge raciale. Quand on est blanc et qu'on se fight avec son voisin, on peut être triste, on peut être vénère, on peut être déçu. Mais on ne se pose pas cette question supplémentaire. Est-ce que c'est parce que je suis racisée que cette personne me déteste ? Quand on est de gauche intersectionnelle, on estime que cette théorie de la question est valide pour toutes les autres discriminations. On se pose aussi ces questions quand on est une femme, on se pose aussi ces questions quand on est handicapé ou quand on est un homme hors canon de la virilité. Et quand on cumule les pas hors de la norme, entendez mes guillemets au mot norme, on cumule aussi le nombre de questions. C'est pour ça que les personnes qui ont du pouvoir rechignent tant à le reconnaître, même celles qui sont de bonne foi. Le pouvoir, ça ne se sent pas. Le pouvoir est une absence de questions. C'est pour ça d'ailleurs que s'entendre dire « ne te prends pas la tête » est si exaspérant. Ne pas se prendre la tête est un privilège. Moi, j'ai envie de rêver un peu mes amis aujourd'hui. J'ai envie d'imaginer qu'aux prochaines élections, on va élire une majorité de minorité. Une majorité de minorité qui se prend grave la tête. Que la gauche va gagner aux législatives. Et pas la vieille gauche à la papa, la nouvelle gauche. Et qu'aux prochaines élections législatives, on aura une majorité de députés qui nous ressemblent. Et même qui nous comprennent. Des véganes, des personnes tatouées, des personnes non-binaires. Je sais. Tous les candidats de l'Union de la gauche sont loin d'être parfaits. Et les affaires commencent déjà à sortir et hélas, il y en aura sûrement d'autres. Les politiques, on les connaît, ils sont loin d'être des anges descendus sur terre. Mais allez, imaginons. Et si la gauche l'emportait aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains ? La nouvelle gauche, celle qui nous fait rêver un petit peu, la NUP, qu'est-ce qu'ils et elles pourront faire, nos nouveaux députés ? Empêcher Macron d'être encore plus néolibéral ? Faire voter le SMIC à 1 400 €? Mettre enfin l'écologie sur le devant de la scène ? Que pourrait vraiment faire une assemblée de gauche ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Bienvenue mes chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire. À mes côtés pour répondre à cette nouvelle question du jour, j'ai la joie de recevoir Manon Aubry. Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise au Parlement européen, vous êtes activiste et vous êtes aussi youtubeuse politique. Mathieu Fulat, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po et spécialiste de la gauche. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les socialistes européens et l'État », paru chez les éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir. Ma première question, elle est pour vous, Manon Aubry. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que la gauche peut gagner les élections législatives ? Oui, j'y crois, et peut-être plus que jamais. Je pourrais vous raconter les longues journées et nuits de négociations. Et autant vous dire, autant être franche, au début, quand on a commencé ces discussions, j'aurais pas parié, ou en tout cas pas beaucoup, sur la réussite de l'exercice. Et j'ai compris que quelque chose se passait quand on a rencontré les socialistes. Le premier rendez-vous qu'on a eu avec eux, il y avait une horde de journalistes. C'était où ce rendez-vous ? C'était au siège de la France Insoumise, là où on a fait tous les rendez-vous. On a passé beaucoup trop d'heures dans une même salle. C'était un peu comme le Love Story, honnêtement. Hein. C'était 24 heures sur 24 au même endroit. Il y avait des caméras qui nous attendaient à la sortie dès qu'on sortait ou dès qu'on rentrait. Et quand on a rencontré les socialistes pour la première fois, tout le monde s'attendait à ce qu'on parle circonscription, qu'on lave le linge sale en famille, etc. Et personne nous a cru, mais en fait, on a discuté politique au sens noble du terme. Et on a mis un certain nombre de propositions politiques sur la table. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 € net, revenir sur les lois travail, les lois El Khomri, la 6e République, la désobéissance à un certain nombre de règles européennes. Et au fur et à mesure qu'on égrenait ces propositions, on avait des représentants du Parti Socialiste, peut-être le nouveau Parti Socialiste, peut-être la nouvelle génération du Parti Socialiste, qui nous disaient « Écoutez, on est d'accord. Et c'est sur la base de ce programme qu'on a envie de construire une union. »
Et nous, on s'est regardés, on n'avait pas complètement élaboré ce scénario. Et on s'est dit, ok, en fait, peut-être qu'on va pouvoir le faire. Peut-être que du NPA au Parti Socialiste, on va pouvoir réunir la gauche derrière un programme de rupture et tenter de l'emporter au mois de juin. Mathieu Fulat, vous qui êtes historien de la gauche, ça doit vous faire du bien, non, pour une fois qu'il se passe quelque chose de positif à gauche? Alors en histoire, vous savez qu'on ne juge pas, on est plutôt là pour comprendre. Mais là où c'est vrai, entre nous, ça rappelle quand même ces grands moments de dynamique de 1936, au moment du Front populaire, où ça rappelle aussi les années 70, peut-être même davantage. Parce que vous disiez dans votre introduction, on ne veut plus la gauche de papa, etc. Mais il faut bien voir dans les années 70 que la gauche n'était pas perçue comme molle, radicale. Au contraire, elle était perçue comme radicale. Il y avait une union, il y avait des mots d'ordre. Vous avez parlé, Manon Aubry, des prestations sociales, du SMIC. Tout ça, c'était dans le programme commun et tout ça, c'était des promesses qui avaient été faites pour l'élection de 1981. Il y avait aussi un autre mot qui était beau pour rester sur l'utopie un peu, qui était l'autogestion. L'autogestion a été une grande thématique dans les années 70 portée par le Parti socialiste. Puis ensuite, le thème s'est un peu effacé. On va y revenir, mais c'est vrai que c'est badass pour ceux du PS qu'on rejoint la NUP, parce qu'ils sont aussi revenus sur des choses qu'avait mis en place François Hollande. Donc c'est un désaveu de... Enfin, il faut du courage pour faire ça quand même, on peut leur saluer. Clairement. Et ils sont revenus sur la loi El Khomri. Alors est-ce qu'on peut expliquer la loi El Khomri? C'était ce que c'était? C'était une loi sur le code du travail qui avait pas mal de choses dedans, mais notamment une forme d'inversion de la hiérarchie des normes entre le code du travail par branche et le code du travail général. Ça faisait partie des choses Ça veut dire que le code très général prenait l'ascendant sur les autres? Non, l'inverse. Et donc, ce qui affaiblissait la protection sociale générale. Okay. Jusqu'à présent, on avait le même code du travail pour tout le monde, et par branche, vous pouvez avoir que des droits supplémentaires. Et bien là, ça devenait la logique inverse. Et ça fait partie des combats que nous, activistes, que je me considère... on a mené ces dernières années et qui a dévoyé même le mot de gauche en 2017. C'était difficile de se revendiquer de la gauche puisque vous alliez voir les gens, ils disaient la gauche c'est François Hollande. Et est-ce que la gauche c'est la déchéance de nationalité, les lois travail, les cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises comme le CICE? On avait perdu des repères et une boussole politique. Et là, ce qu'on a tenté de reconstruire avec cette nouvelle Union populaire, c'est de reconstruire justement ces repères politiques-là dans un contexte où Emmanuel Macron est juste et de droite et capable de reconstruire sur un espoir. Et c'est aussi la différence entre 2017 et 2022. Au soir du premier tour, on rate de peu la marche du second tour, mais on n'est pas au second tour. Et quand on est de gauche, franchement, on a la gueule de bois. C'est dur, ce second tour. Bah oui, c'est si proche en plus. Si proche. Et là, il s'est passé quelque chose. Nous, on a vu, dans la rue, les gens n'étaient pas en colère contre nous. Ils nous disaient, vraiment, on a loupé de peu, nous décevez pas. Et on a compris qu'il fallait redonner une perspective aux gens. Et c'est comme ça qu'on a tracé la perspective du troisième tour, qu'on a tendu la main, essayé de construire. Et je crois que l'espoir qui s'est levé au soir du premier tour, il ne doit pas retomber et qu'on doit construire, continuer à élargir pour les élections législatives. Mais ma conviction et mon envie, c'est qu'évidemment, ça aille bien au-delà du résultat, qu'on prenne le pouvoir ou non. Mathieu Fulat, parlons concrètement. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'on ait un président et que l'Assemblée nationale soit d'une couleur politique différente? Oui, c'est dans l'histoire récente, oui, bien sûr. Au XIIIe siècle. Non, on va rester sur la Ve République, ça sera déjà très bien. Mais oui, il y a eu des périodes de cohabitation dans les années 80-90. D'abord, des cohabitations entre un président de gauche, François Mitterrand, et la droite, deux fois. Ce qu'on appelle une cohabitation, c'est quand le président et l'Assemblée sont de couleurs politiques différentes. Exactement, deux couleurs. Donc, un Premier ministre de droite qui était Jacques Chirac en 86, puis Édouard Balladur en 93. Et puis le phénomène s'est inversé à la fin des années 90, puisqu'après la dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac, on est passé à une cohabitation avec la gauche plurielle, qui est un référent qui est un peu revenu dans le débat récemment, avec un Premier ministre qui était Lionel Jospin. Et donc oui, c'est des phénomènes qui sont produits, mais depuis 2001 et l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, généralement, il y a une majorité politique qui est de la même couleur que celle du président, puisque les élections législatives suivant la présidentielle, généralement, le groupe parlementaire est majoritaire. Et est-ce que, ce que j'entends, moi, c'est que, ah non, mais si on élit la gauche au Parlement et qu'on a Macron de droite, le pays va être paralysé. Est-ce que c'est un risque ? Non.
Mathieu Fulham, allez-y tous les deux. Non, moi je dirais non, parce que les épisodes, au contraire, les épisodes de cohabitation de 86, de 93, de 97, en fait, ils se sont bien passés. Bien sûr, il y a des accrochages, mais c'est le propre du jeu politique, des tensions, des petites querelles, etc. Mais plutôt paradoxalement, ça a montré la stabilité de la Ve République. Après, la différence avec ce qui pourrait se passer en cas de victoire de la Nouvelle Union populaire, c'est que la Nouvelle Union populaire, elle est porteuse d'un projet de réforme radicale des institutions. Ce qui n'était pas le cas en 86, pas le cas en 93 et pas le cas en 97. Donc là, peut-être que ça va provoquer davantage de tensions. Mais grosso modo, le régime est plutôt stable. Prenons un exemple concret. Le SMIC à 1 400 €. Donc les députés de la NUP pourraient décider de faire une proposition de loi. Ils n'ont même pas besoin, c'est un décret du Premier ministre. Ah, donc oui, c'est un décret. Expliquez-nous. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Donc les élections législatives ont lieu le premier tour le 12 juin, le second tour le 19 juin. S'il y a une majorité de la Nouvelle Union populaire qui est élue à l'Assemblée nationale, ce que les sondages peuvent indiquer, parce que si on prend le total de voix, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la Nouvelle Union populaire est en tête dans les sondages. La difficulté, c'est de pouvoir le transcrire en fonction des circonscriptions. C'est là que ça va jouer. Oui, parce que nous, on est un bloc populaire, donc on fait des bons résultats, notamment dans les quartiers populaires. On en fait aussi des bons résultats dans les centres-villes, et c'est plus dur, notamment en ruralité. Restez sur le SMIC. Mais donc sur le SMIC, concrètement, ce qui va se passer, si on obtient une majorité à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron est obligé de nommer un Premier ministre issu de cette majorité. Dans notre cas, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Et au soir du, mettons, 21 juin, le temps que Jean-Luc Mélenchon soit nommé, il peut prendre par décret, donc c'est un bout de papier à signer et qui est déjà prêt, le SMIC à 1 400 € net. Et le président ne pourra pas s'y opposer de façon légale. Non, il ne peut pas s'y opposer. Jean-Luc Mélenchon signera aussi un décret pour bloquer les prix des produits de première nécessité, l'essence, l'énergie, les pâtes, le riz, tous les prix qui explosent. Ça aussi, c'est un décret. Et donc tout ça, ça peut être mis en œuvre en l'espace d'une semaine. Oh là là, ça fait rêver. Mais et donc quand on dit que, juste pour finir là-dessus, quand on dit que on peut changer la vie des gens, c'est vraiment concret. On peut changer la vie matérielle. Genre, vous vous réveillez le matin et vos conditions d'existence seront complètement différentes. Et moi, c'est ça qui me fait m'accrocher et qui me fait dire aux gens, perdez pas espoir. En fait, votre quotidien, on peut en reprendre le contrôle si tous ensemble, on se mobilise pour ces élections. Mais alors, on critique souvent la 5e en disant qu'il y a une hyper-présidentialisation. Mais dans ce cas, si dans le cas d'une cohabitation, le Premier ministre devient plus puissant que le président. Mathieu Fulham. Non, il ne devient pas plus puissant, mais en revanche, comme le disait Manon Aubry, sur la politique intérieure, c'est lui qui mène la danse. Donc il peut mener une politique de gauche ou de droite selon sa couleur politique, mais c'est lui qui va choisir. Là où le président conserve des prérogatives très importantes, c'est sur la politique étrangère, sur la défense et sur la politique européenne. Donc sur les mesures de politique intérieure, oui, il peut vraiment changer des choses. Ensuite, il y a un équilibre quand même, une espèce de diarchie au sommet du pouvoir. Le Premier ministre a du pouvoir, le président en conserve aussi beaucoup. D'accord, donc sur les négociations, par exemple, avec la Russie, sur les questions ukrainiennes, ce sera Macron. C'est Macron. Ce sera Macron. S'il y a un nouveau confinement, c'est Macron qui nous l'annonce. Pas sûr. Pas sûr. Non, là, on est plus au milieu. Et en plus, je nuancerai ce que vient de dire Mathieu Fulham sur la question européenne. Je le sais bien en tant que députée européenne. C'est vrai, le président de la République assiste au grand sommet des chefs d'État européens, mais la négociation des textes techniques, elle se fait dans des conseils des ministres, qui sont les ministres spécifiques, donc tous les ministres de l'économie, par exemple. Et là, il se trouve que ce sera, dans notre cas, un ministre de gauche qui ira siéger et négocier avec les autres États européens. Donc, même sur les questions européennes, et c'est aussi pour ça que la question de la désobéissance à certaines règles européennes a pris une certaine forme d'importance dans le débat ces derniers jours, parce qu'en réalité, ça fait partie aussi de la stratégie d'être en capacité de mener un rapport de force avec les institutions européennes, tout simplement pour appliquer notre programme, pour faire des taux de TVA à 0% sur les produits de première nécessité, pour faire un grand plan d'investissement écologique, etc., etc. C'est intéressant ce que vous dites, arrêtez-moi si je me trompe, parce que je ne suis pas une spécialiste de la politique européenne comme vous, mais il me semble que l'Europe nous demande d'avoir un déficit en dessous de 3%. Et en fait, personne ne respecte cette règle. Exactement. Même Macron lui-même, quand il y a eu le confinement, le Covid. Donc en fait, les règles européennes, à quoi elles servent à part à rien ? Elles sont... pardon, c'est un peu démago de dire ça. Ça veut dire plutôt, elles sont plutôt théoriques que réellement appliquées. En fait, ça dépend lesquelles. Les règles budgétaires auxquelles vous faites référence, les fameux 3% de déficit, en effet, elles ont été violées 171 fois en 20 ans. Le politique prend toujours, en fait, finalement, l'ascendant sur le réglementaire. Bien sûr, le droit, c'est de la politique. Et ça, je vous le dis, y compris en tant que juriste, le droit, c'est de la politique. Et donc, sur les 3% de déficit, cette règle a été violée 171 fois en 20 ans. Il y a eu zéro sanction. 171 fois. Il y a eu 0 sanction. Donc, c'est bien la preuve que c'est utilisé comme une épée de Damoclès
Damoclès. En revanche, là où il faut être vigilant, si demain, on veut faire des cantines bio et locales, si on veut renationaliser EDF pour contrôler les prix de l'énergie, si on veut foutre tous les camions là, qui sont en France et qui polluent sur des trains et donc avoir un service public de fret, tout ça, c'est contraire au droit de la concurrence. Et là, c'est le nerf de la guerre du droit européen, c'est cette fameuse concurrence libre et non faussée qui est déclinée en toutes les directives. Et là, il faut être clair et pas mentir aux gens et dire on est prêt à mener un bras de force, ce que François Hollande n'avait pas mené. Et ce que, aujourd'hui, je me réjouis, même le Parti socialiste s'est dit eh bien, on est prêt à ne pas respecter ces règles européennes, pas par plaisir de désobéir, juste pour se donner les moyens d'appliquer notre programme. Alors, si on a une majorité de gauche au Parlement, on le sait, Jean-Luc Mélenchon serait le Premier ministre, et le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il sert, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, Mathieu Fulla ? Si vous savez. Oui, je sais évidemment, mais c'est pas un rôle crucial pour une politique. C'est quelqu'un qui va organiser les débats, qui va veiller à la discipline du groupe parlementaire majoritaire, qui va veiller à ce que les débats se déroulent dans un climat républicain. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Manon Aubry tout à l'heure sur l'Europe, quand même, il y a une nuance, parce que c'est vrai, vous parliez de la réunion des ministres des Finances, de l'Eurogroupe, où il y aurait un ministre français de gauche. Mais dans le rapport de force européen à 27, ça suffit pas. Moi, quand vous parliez, ça me faisait vraiment penser à l'exemple de Syriza, ce gouvernement de gauche radicale en Grèce qui est arrivé au pouvoir en 2015 après une crise terrible de la dette publique et l'impossibilité pour les Grecs d'obtenir la renégociation de leur dette. Et donc Syriza arrive au pouvoir, ils ont un premier ministre de l'économie qui est un économiste universitaire, Yanis Varoufakis, qui a d'ailleurs écrit un très beau livre qui s'appelle Conversation entre adultes. Et Varoufakis montre que malgré le soutien de quelques pays, alors timide, je vous l'accorde, mais la France avait essayé de négocier une restructuration de la dette grecque. Malgré tout, il s'est heurté à un mur dans les institutions parce que, hélas, on n'est pas tout seul. La différence, si je peux rebondir, parce que c'est un débat qui est super intéressant, la différence, c'est qu'elle est double dans le cas de la Grèce, c'est c'était pas préparé. Et donc, nous, on a une stratégie qu'on annonce et on montre la couleur. Et on dit d'ores et déjà quelles règles européennes posent problème et lesquelles on ne respectera pas. Lesquelles, si vous, une ou deux, citez-en une ou deux. Par exemple, c'est interdit dans le Code des marchés publics européens de privilégier une distance maximum dans un appel d'offres d'un marché public. Concrètement, votre cantine à l'école, ouais, très concret, cantine à l'école, vous n'avez pas le droit de mettre dans les critères approvisionnement en nourriture moins de 50 km. C'est interdit. Ah, on n'a pas le droit de demander que ce soit des producteurs locaux à la cantine. Exactement, okay. C'est interdit. Okay. Donc concrètement, ça c'est le droit de la concurrence européenne. Que vous voulez changer. Nous, on dit, on ne le respectera pas. Et la deuxième différence avec la Grèce, et c'est terrible pour les Grecs, c'est qu'on est la deuxième économie européenne. Donc on ne peut pas faire à la France ce qui a été fait à la Grèce parce que derrière on déstabilise en fait l'ensemble de l'économie européenne. Et ça, c'est un pouvoir dans le rapport de force qui est vraiment très important et qui n'a jamais été réfléchi et pensé comme tel. De nouveau, pas dans l'objectif de détruire l'Union européenne, mais d'arriver à nos fins et de ne pas subir en courbant les chines ces règles dont personne ne veut, et surtout pas les Français, puisque je rappelle quand même que la France avait voté à 55% pour le non, contre le traité constitutionnel européen en 2005, qui régit la plupart des règles européennes actuelles. Oui, franchement, ça, c'est un débat qui m'intéresse beaucoup, en fait. Donc, je suis intéressé d'avoir l'avis de la responsable politique. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans mes travaux sur l'histoire un peu à long terme de la gauche et notamment du socialisme, c'est que quand ces mouvements arrivent au pouvoir, je pense à 1981, je parle aussi à 1997, il y a cette confiance dans la France, grande puissance économique, grande puissance européenne, cette confiance aussi dans l'État français en se disant si on met l'État dans les bonnes mains, à savoir la gauche, on va pouvoir avoir une espèce de levier qui va nous permettre d'engager des transformations sociales. Ensuite, il se heurte quand même à une certaine réalité. Donc après, moi, j'espère que ça peut fonctionner. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. La Grèce n'est pas la France. Et en plus, il y avait des engagements très forts des banques françaises et allemandes sur la dette grecque. Donc, ils n'avaient pas forcément envie de renégocier tout ça. Mais malgré tout, je pense que la gauche a... confrontée au principe de réalité une fois qu'elle est aux affaires. Plus que le principe de réalité, elle a vraiment elle place une très grande confiance dans l'État et le cadre national pour changer des structures. Mais plus que la droite. La droite fait plus confiance à la figure de l'homme providentiel. La droite fait confiance à la politique de la concurrence, comme disait Manon Aubry, qui effectivement est depuis les années 80 la principale politique communautaire, c'est incontestable. La différence, c'est que je pense que la gauche a appris de ses erreurs et que
nous, on a véritablement réfléchi à une stratégie et la manière dont on mènerait le rapport de force. Et ça, c'est même quelque chose de nouveau, y compris dans l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous avez travaillé sur ces questions ? En fait, ça fait plusieurs années. Moi, depuis que j'avais été élue au Parlement européen, quand j'avais été nommée tête de liste, j'avais moi-même beaucoup de questions. Vous parliez, ça fait écho un peu à votre édito. J'avais beaucoup de questions. Et elles m'ont beaucoup animée. Et force est de constater qu'à l'époque, je n'y avais pas trouvé toutes les réponses. Quel genre de questions ? Par exemple, typiquement, comment on mène le rapport de force à l'échelon européen au-delà de la théorie de je suis pas content, je dis que je suis pas content. C'est quoi les outils précis ? Comment on le fait ? Quels alliés on trouve, etc. Et j'avais aussi beaucoup de questions plus personnelles, qui sont aussi des questions qu'il faut se poser quand on est un acteur politique. Mais sur ces questions politiques-là, en fait, c'est en y travaillant pendant plusieurs mois, plusieurs années, et avec mon expérience aussi de parlementaire européenne, que petit à petit, j'y ai trouvé les réponses, qu'on a fait évoluer notre doctrine, mais aussi notre stratégie de manière pratique à la France insoumise. Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé que ce qu'on était il y a plusieurs années. Et surtout, je crois qu'on a réussi à réunir la gauche sur cette idée de rupture avec le cours libéral de l'Union européenne, tout en donnant des perspectives et en disant comment on allait le faire. Et ça, c'est nouveau dans la doctrine européenne de la gauche qui a évolué. Et je crois qu'on referme la parenthèse qui avait été ouverte en 2005. Pourquoi, selon vous, on a coutume de penser que c'est plus facile pour les personnes de droite de s'unir autour d'une personnalité que les personnalités de gauche ? Est-ce que le fait d'être de gauche et d'accepter de la contradiction parfois se retourne contre nous ? Ça, c'est une de mes théories, mais elle est peut-être un peu naïve. Quel est votre avis, Mathieu Fula ? Là, je vais vous faire l'historien de service, mais ça remonte à la culture politique de très long terme de la gauche, qui s'est quand même construite en France au moment de la Seconde République contre le coup d'État du neveu de Napoléon Ier, Napoléon III, et donc qui a toujours, au XIXe siècle et sous la Troisième République, été très hostile au pouvoir personnel. Justement, c'est le trauma du coup d'État de Napoléon III. Il y a eu jusqu'aux années 70, la gauche avait une espèce de remords du pouvoir. C'est-à-dire les anciens Jean Jaurès, Léon Blum, on va prendre Léon Blum puisqu'il a exercé réellement le pouvoir en tant que président du Conseil, c'était le nom du Premier ministre à l'époque. Mais Blum arrive au pouvoir, il fait des réformes sociales, mais il n'est pas dans une perspective de durée. Il est là pour améliorer le quotidien immédiat des travailleurs par des réformes, les congés payés, les 40 heures, la hausse du salaire d'un salaire minimum. Mais il n'est pas là pour garder le pouvoir ad vitam. Et ensuite, il fait volontairement exprès de tomber à gauche parce qu'il voit qu'il ne va pas pouvoir continuer sa politique. Il y a une méfiance du pouvoir en tant que tel. Il y a un remords. Le pouvoir est sale. Le pouvoir, aller au pouvoir, c'est forcément trahir. C'est décevoir les attentes notamment des ouvriers, puisqu'à l'époque, c'est des partis qui se définissent comme prolétariens. Donc, il y aura forcément de la déception. Donc, on vient au pouvoir, on fait le maximum de réformes sociales et puis ensuite, on chute. Et c'était facile de chuter à l'époque, puisque la Troisième République n'est pas la Cinquième République. C'est un régime parlementaire où le cœur du pouvoir, il est à l'Assemblée. Et en quoi c'est lié à Napoléon III ? Expliquez-nous. Pourquoi c'est lié à Napoléon III ? Parce que Napoléon III donc, avait été élu président de la République en 1848 et en théorie, dans la constitution de cette Seconde République, c'était un mandat et ensuite il fallait qu'il y ait un renouvellement. Or, dès 1850, il se dit que ça serait bien de conserver le pouvoir. En 1851, il garde le pouvoir, il fait un coup d'État et il instaure le Second Empire, avec ensuite un certain nombre d'exilés de gauche. Victor Hugo est le plus connu, mais il va vraiment y avoir une haine, une hantise du pouvoir personnel qui explique aussi comment s'est créée la Troisième République, qui est une république parlementaire. Vraiment, j'insiste, mais le pouvoir est au Parlement à cette époque, il n'est pas à Matignon. Bien sûr. Mais ce qui fait peut-être écho à nous, les réformes institutionnelles que l'on prône. L'idée qui était la nôtre, c'était que si Jean-Luc Mélenchon était élu président de la République, il entame une grande réforme institutionnelle que vous mentionniez juste avant pour aller vers une 6e République qui redonnerait justement davantage de pouvoir, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi aux citoyens avec des méthodes d'intervention directe comme le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Et
dans l'idée, c'était une fois que cette 6e République était mise en place, alors Jean-Luc Mélenchon passerait la main, puisqu'il n'a pas vocation à être le monarque républicain qui est propre à la 5e République. On aura changé de système, et donc système dans lequel il n'aura plus de rôle à jouer. Et c'est exactement dans cette tradition historique-là que nous l'avons pensé, la stratégie, et qui fait aussi un peu référence, doublement référence à l'histoire, avec, pour moi, ce qu'on a créé, ça ressemble en tout point, et c'était d'ailleurs l'anniversaire la même semaine du Front populaire, avec cette idée d'un rassemblement autour d'un programme de rupture, mais aussi une association des forces de mobilisation dans la rue, etc. Et je le dis, quand bien même nous obtiendrions la majorité en juin à l'Assemblée nationale, on aura besoin d'une forte mobilisation de la société civile, parce que on sait que les forces régressives se mobiliseront, que les forces économiques se mobiliseront. Et comme en 1936, si on arrive à obtenir les congés payés, etc., c'est parce que dans la rue, les gens continuent de se mobiliser et font pression sur le gouvernement. Et nous, c'est notre culture, c'est notre histoire, et on aura besoin que la société civile continue à porter ces grandes réformes et ces grands conquis sociaux, parce que sinon la tâche sera difficile. Comment vous allez faire pour rester unis après, pendant les 5 ans ? Parce que ça va falloir tenir le cap après. Ça tient en une chose, et qui est la chose la plus importante de notre accord, c'est un programme. Parce que ce qu'on a discuté, et je vous racontais l'histoire avec le Parti socialiste, c'est d'abord du contenu politique, et c'est d'abord un projet de société commun, qui se décline en des grands axes, mais qui se décline surtout en plusieurs centaines de propositions. Donc si aujourd'hui nous sommes d'accord, la France insoumise, les écologistes, les communistes, les socialistes, sur un projet de transformation de la société, sur l'organisation du temps de travail, sur la planification écologique, sur l'organisation des institutions, sur la protection sociale, sur l'organisation de l'école, de l'hôpital, tout ça c'est très concret, alors on a de quoi tenir dans la durée en disant c'est ça qui nous unit, et tant qu'on n'aura pas mis en place ce programme de rupture, alors notre mission ne sera pas achevée. Et c'est pour ça qu'on a travaillé jours et nuits à l'élaboration de ce programme, et je ne sais pas si vous mesurez l'exploit, on avait quand même 4 candidats différents à la présidentielle, et en l'espace de 15 jours, on a réussi à se mettre d'accord sur un programme de plusieurs centaines de propositions. Et c'est bien au-delà, pour le coup, de l'ambition du Front populaire, ou même de la gauche plurielle, où le programme était beaucoup plus réduit et beaucoup moins ambitieux. Alors, on ne va pas passer l'émission à parler de cette affaire, mais on ne peut pas non plus ne pas en parler. Vous le savez, Taha Bouaf a retiré sa candidature aux élections législatives. La première raison officielle donnée, c'était à cause d'un harcèlement massif qu'il subit. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a appris qu'il était accusé, qu'il y avait une enquête qui était ouverte pour accusation d'harcèlement sexuel. Qu'est-ce qui s'est passé, Manon Aubry, et pourquoi est-ce qu'on a appris cette raison dans un deuxième temps ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su tout de suite quelle était la vraie raison de son désistement ? Bon, ce qui s'est passé, et je peux vous faire la chronologie des faits, puisqu'elle est extrêmement rapide, alors que nous tenions notre convention d'investiture samedi dernier, donc c'est il y a vraiment très peu de temps. Un premier témoignage est remonté, qui a été pris très au sérieux avec des faits très graves, et à l'égard et à l'encontre de Taha Bouaf. Ces quels faits ont été remontés à une commission que nous avons mise en place au sein de la France insoumise, qui est une commission de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, où nous avons des femmes formées par des associations spécialistes qui y siègent. Ce témoignage a été ensuite renvoyé à notre comité de respect des principes, qui est celui qui prend la décision politique. La décision politique a été très rapidement prise de ne pas l'investir. En fait, il n'avait pas encore été investi, de ne pas l'investir en début de semaine, lundi. Alors pourquoi justement pas avoir raconté ça tout de suite ? J'y arrive. L'information lui a été communiquée. La difficulté à laquelle nous faisions face à ce moment-là, c'est que la femme en question, et puis ensuite il y a eu un second témoignage, mais les deux ne souhaitait pas que cette affaire soit rendue publique. Notamment parce qu'elle ne souhaitait pas alimenter la cabale de l'extrême droite qui pouvait mélanger ce à quoi faisait face Taha Bouaf depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire des injures racistes et une véritable cabale de l'extrême droite qui est absolument abjecte et à dénoncer. Et elle ne voulait pas alimenter ça. Elle ne voulait pas subir des pressions. Et puis, des femmes victimes de violences, vous savez, la première chose à faire, c'est de respecter leurs paroles et leurs envies. Le fait est que ça a commencé à s'ébruiter et qu'une troisième personne a souhaité témoigner, rendant l'affaire publique. À partir du moment où l'affaire est rendue publique, alors nous avons rendu publique la procédure et la décision qui avait été la nôtre. Jean-Luc Mélenchon, quand avant-hier, il tweet son soutien à Taha Bouaf, il n'est pas au courant. Non, il n'est pas au courant. Et comme la plupart de la classe politique à gauche qui n'est pas au courant, pour une simple et bonne raison, c'est que la commission qui est en charge de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, elle a un des principes fondamentaux qui est la confiance
confidentialité. Et pourquoi la confidentialité ? Pour protéger les victimes. Plus l'affaire se sait, plus la pression est importante sur les victimes, et plus c'est évidemment dur psychologiquement, et ça peut aussi les décourager de mener les poursuites nécessaires, puisque nous accompagnons aussi ces femmes pour d'éventuelles poursuites judiciaires. C'est notre rôle, évidemment. Donc c'est toute la difficulté de ce cas, et en même temps, moi je suis quand même assez fière de l'organisation qui est la nôtre, qui reste une organisation féministe, qui en 2 jours a pu prendre cette décision de retirer ou de ne pas investir Taha Bouaf, de prendre au sérieux les allégations qui étaient faites contre lui, de croire les femmes, et je veux le dire à ce micro, toutes les femmes qui s'exprimeront, nous prendrons au sérieux leurs paroles, parce que nous sommes une organisation féministe et malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri de ce qui se passe dans la société, et juste nous combattons les violences, et donc nous mettons en pratique ce que nous disons. Merci, je suis contrainte de vous interrompre quelques petites secondes. On va faire une petite pause. Juste avant cette petite pause, j'aimerais prendre le temps de souligner que là, nous venons de parler de 2 faits qui sont tous les 2 inacceptables. Il y a des femmes qui signalent des violences qui ont été commises contre elles par un homme, et c'est insupportable. Et il y a un homme aussi qui est victime de harcèlement et de violences racistes dans les mots, et c'est aussi insupportable. Et rappelons aussi que monsieur Jérôme Perra, qui lui a été condamné pour violence volontaire sur son ex-compagne, est toujours investi par LREM, devenu Renaissance. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de rêver et nous demander ce que pourrait faire la gauche si elle remportait les législatives. À mes côtés, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu Fulat, qui est historien, et Manon Aubry, qui est député LFI au Parlement européen. Mathieu Fulat, je me tourne vers vous. Est-ce que ça a changé ce que ça veut dire être de gauche ? Mais là, vous venez de prendre un exemple juste avant la pause. Quand Manon Aubry parle d'organisation féministe, oui, là, il y a une vraie rupture avec la gauche, qu'elle soit radicale ou socialiste au XXe siècle, où c'est des partis, d'ailleurs, c'est pas propre à la gauche, mais c'est des partis d'hommes, avec la politique faite par des hommes, dans un climat de misogynie qui est très important. Par exemple, quand vous avez des femmes socialistes qui jouent un rôle dans le Parti socialiste dans les années 70, elles sont dans les commissions de femmes pour s'occuper des questions de femmes avec, voilà, ça c'est pour les femmes, et ensuite les questions sérieuses, c'est les hommes. Donc oui, ça c'est une rupture, mais après il y a aussi des continuités. Et la continuité la plus longue, en fait, qui avait été bien pointée par un très grand philosophe italien qui s'appelle Norberto Bobbio, c'est que ce qui unit les gauches par-delà les nombreux clivages. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne après sur la question des programmes, parce que même si on présente ça comme des programmes communs, je ne doute pas qu'il y a eu un très long travail, mais historiquement, il y a souvent les différents qui sont minorés ou un peu mis de côté. Mais Bobbio disait, qu'est-ce qui unit les gauches, quelle que soit leur sensibilité, c'est la passion de l'égalité. Et la passion de l'égalité, ça se traduit... Ouais, oui, non, mais c'est un très grand auteur. Hein. Mais c'est vraiment cette idée que le social, et aujourd'hui, j'ajouterais l'écologie. C'est une autre rupture. Être de gauche aujourd'hui, c'est être écologiste. Au XXe siècle, les gauches, elles sont plutôt très productivistes, que ce soit les communistes ou les socialistes. Mais le social est vraiment le ciment le plus solide des gauches, en France, en Europe, et même au niveau international. Et vous vouliez revenir sur la question des programmes. Vous avez du mal à y croire, vous, au programme commun ? Non, c'est pas que j'y crois pas. Je pense justement qu'il y a eu une volonté politique, à la fois de la France insoumise, qui a fait une stratégie très différente de 2017, où elle avait plutôt une vocation d'hégémonie en mettant fin, pour citer Jean-Luc Mélenchon, mais à l'agonie des vieux partis, les Verts, les communistes et les socialistes. En 2022, il a beaucoup changé. Il y a cette idée de rassemblement, et cette volonté politique a permis, notamment parce qu'au Parti socialiste, il y a eu des interlocuteurs qui étaient favorables à ce projet d'union, mais pas tout le Parti socialiste. Là aussi, je me permets un petit rappel, mais quand on dit le Parti socialiste, c'est une facilité de langage. C'est un parti qui, culturellement, historiquement, a toujours été divisé en courants. On parlait même avant de tendances, mais voilà, il parle jamais d'une voix, et là, on voit les grands élus du Sud-Ouest ou les hollandistes sont pas favorables à cette union. Mais ceux qui étaient d'accord, c'est une volonté politique, et qui dit volonté politique, dit concession, compromis, recherche de compromis. Et pour prendre un parallèle
l'historique, le fameux programme commun de 72 entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Quand vous le lisez, il n'y a plus de désaccord. Chaque camp a fait des concessions. Les socialistes sur l'économie, ils ont accepté des nationalisations, ils acceptent l'idée d'augmenter le SMIC, a fait des réformes sociales un peu lourdes. Il y a la retraite à 55 ans pour les femmes dans le programme commun, pour les travailleuses, comme ils disent. Mais de l'autre côté, quand on gratte un peu, qu'on va voir dans les archives, on voit que quand le programme est signé, les arrière-pensées, elles sont très lourdes. Côté socialiste, il y a l'idée chez François Mitterrand de prendre aux communistes 3 millions de voix sur les 5 qu'ils obtiennent généralement dans les années 60. Et côté communiste, il y a l'idée, ce programme commun, c'est très bien, parce que le Parti communiste, au début des années 70, est le parti de gauche le plus puissant. Ça aussi, on l'oublie, parce que la vie politique récente, c'est le PS. Ça a été longtemps le PS, mais c'était les communistes qui étaient les plus forts. Et ils se disaient, c'est la dernière étape pour plumer la volaille socialiste. Sauf que on apprend aussi de l'histoire, et vous serez surpris de voir quand on publiera le programme en fin de semaine. Non seulement le programme est relativement complet et on arrive à trouver des points d'accord sur des questions épineuses sans faire de compromission. Je pense notamment à la question européenne, le fait qu'on soit capable, et j'en parlais tout à l'heure, de se mettre d'accord pour dire qu'il y a des règles européennes qui posent problème et qu'il ne faut ne pas les respecter si on veut être à la hauteur de notre ambition. En revanche, sur d'autres sujets dont on sait qu'ils sont identitaires à nos formations politiques, on acte, et vous le verrez dans le programme, des désaccords en disant quelle sera la position tenue par les uns et les autres. Je prends un exemple. Il y a évidemment, dans les questions épineuses, le nucléaire. Et dans le programme, il sera indiqué que nous sommes pour une sortie du nucléaire et un développement des 100%, aller vers le 100% énergie renouvelable. Et il y aura une petite astérix à côté qui précisera que ce n'est pas la position du Parti communiste. Et c'est aussi pour ça que nous aurons des groupes différents et distincts à l'Assemblée nationale pour, dans ce type de questions, pouvoir se distinguer. Mais nous travaillerons ensemble et collectivement à travers ce qu'on appelle un intergroupe. Les 4 groupes travailleront ensemble dans l'application de ce programme, parce que ce qui nous unit quand même aujourd'hui, c'est 95% de choses communes. Et il y a évidemment des choses, de par notre histoire, sont différentes, et c'est des choses que l'on respecte et qui, je pense, nous empêcheront pas d'avancer ensemble. Mais je pense que les citoyens, enfin en tout cas moi je m'inclus dedans, on sait bien que ça va pas être tout rose et que tout d'un coup tout le monde va pas voter comme d'un seul bloc à l'Assemblée. Mais l'espoir qu'on a, ou en tout cas que moi j'ai, c'est que le ton de la société, le ton du débat aussi change, et que sur certaines questions on soit pour le coup unanime contre les blocs racistes en face, clairement, contre les néolibéraux, qu'on parle enfin du climat, qu'on parle des féministes, qu'on parle d'égalité. Après évidemment que ça va s'écharper, et heureusement que ça s'écharpe, sinon c'est la dictature. Oui, et puis c'est la démocratie, et ça on le fait à travers 2 choses. On le fait à travers un programme fort, partagé, commun, de rupture, mais on le fait aussi à travers les personnes qu'on envoie à l'Assemblée nationale. Ce qui fait écho à votre édito du début, avec lequel je suis 100% d'accord, moi-même venant de la société civile et m'étant retrouvée là un peu par hasard dans un milieu de requins qui fait envie à personne. Et je vais pas dire l'inverse, c'est pas un milieu qui fait rêver. À quel âge vous êtes devenue députée? Très jeune, non? Vous 28 ans. Les plus jeunes? 28 ans. 28 ans, c'est pas tant l'âge. C'est, moi, je venais du secteur associatif. Je faisais de la politique, mais au sens pas partisan et pas belliqueux, en fait, au sens bisounours quasiment, parce que je travaillais pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Donc j'allais voir les députés, je leur disais l'évasion fiscale c'est mal, et voici toutes les mesures qu'il faut adopter. Et quand j'étais invitée sur les plateaux télé, parce que j'étais porte-parole aussi, j'étais un peu la voix de la sagesse. Et puis je me suis aperçue quelques mois après, je racontais exactement la même chose. J'étais la femme à abattre sur les plateaux télé, parce que j'étais l'horreur de la France insoumise, islamo-gauchiste, enfin tout ça quoi. Et le monde politique est violent, sexiste, misogyne. Ah, j'étais une jeune meuf qui venait du secteur associatif. Quand j'ai débarqué au Parlement européen, on m'a demandé si j'étais l'assistante de mon collègue qui était venu avant. Il se trouve que j'étais sa tête de liste. Mais des anecdotes comme ça, j'en aurais plein. On me demande si c'est Jean-Luc Mélenchon qui écrit mes discours. Enfin, c'est juste ça la réalité aujourd'hui du monde politique. Mais on le changera justement en envoyant des profils différents à l'Assemblée nationale. À quoi ça ressemble votre quotidien, rapidement, mais à quoi ça ressemble le quotidien d'une députée européenne? Ça ressemble à un quotidien très actif entre Paris, Bruxelles et Strasbourg. Entre des réunions de commissions parlementaires. Il se trouve aussi que je suis devenue présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Et la plus jeune présidente de l'histoire du Parlement. Ouais, mais après, là aussi, je m'y suis retrouvée sans vraiment le vouloir.
Mais racontez-nous un peu la vie de tous les jours. Alors, donc c'est beaucoup de réunions, beaucoup de commissions. On va voter des lois le soir. Après, on se bat sur des textes. Enfin, moi, j'ai tous les clichés, les images des films. Ouais, en fait, on alterne entre la vie interne au groupe politique, parce qu'il faut se mettre d'accord. Nous, on est 40 députés de 15 nationalités différentes. Donc, c'est aussi au sein de notre groupe, il faut organiser tout ça. Ensuite, il y a le travail parlementaire dans les commissions, qui sont des commissions thématiques, puis en session plénière. Et les sessions plénières, c'est 1 semaine par mois à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde. Plénière, là, il y a tout le monde, et on vote beaucoup, des centaines de fois. Et moi, c'est ma conception du mandat politique, mais tout le monde n'aurait pas cette conception. C'est un pied dans les institutions et un pied en dehors. Donc, je vais aussi passer beaucoup de temps avec des militants sur des mobilisations, sur des questions spécifiques. Là, par exemple, dans quelques jours, je vais aller à Belfort auprès de General Electric, qui est une grande entreprise, parce que les syndicats vont révéler qu'il y a un grand montage d'évasion fiscale. Il se trouve que c'est les sujets sur lesquels je bosse. Donc, en fait, c'est connecter la vraie vie aux institutions européennes, parce que les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, ce truc à Bruxelles, on ne sait pas ce qui se passe et tout. C'est vrai. Mais pourtant, ça régit 80% de notre vie quotidienne. Et si nos auditeurs ont envie de devenir députés, quels conseils vous leur donnez ? Parce que c'est pas réservé aux vieux de la vieille ou aux vieux politicards, aux vieux briscards. Comment faire si on veut être législateur ? On a le droit de se poser cette question. Bien sûr. Et moi, je veux le dire aux gens, la politique, c'est pas réservé qu'à une élite. Non, mais alors comment on fait ? Il faut aller adhérer à un parti ? Mobilisez-vous localement, là où vous êtes. Faites de la politique, c'est pas forcément au sens d'être dans un parti. Moi, de nouveau, j'ai jamais pris de carte politique nulle part. Et à l'Assemblée nationale, là, au mois de juin, on a comme candidate Rachel Keke, qui est une femme de chambre. Donc, on va avoir une femme de ménage députée à l'Assemblée nationale. On va avoir un boulanger. On veut que cette société métissée, cette société diverse socialement, qu'on arrête d'avoir les vieux mecs en costard-cravate qui n'ont fait que ça toute leur vie. Et moi, je suis fière de se dire qu'on puise notre richesse dans la société. Et clairement, je pense que ça changera un petit peu les habitudes de ces messieurs à l'Assemblée nationale. Mathieu Fulat, est-ce que c'est une nouveauté ? Est-ce que c'est dans l'histoire ? Qui étaient les députés dans l'histoire ? On pourrait y passer 4 émissions. Ouais. Non, mais ce que dit Manon Bry, c'est vrai, c'est qu'il y a des partis, mais pas seulement de gauche, qui ont essayé des fois de promouvoir des gens, comme on dit, j'aime pas trop l'expression, mais issus de la société civile. La République En Marche, en 2017, a promu tous ces nouveaux députés. Pour le coup, c'est vrai, ils l'ont fait. Oui, bien sûr. Et après, ce qui est intéressant... Avec un profil sociologique très particulier, pas une diversification quand même. Vous aviez typiquement pas de femme de ménage. Mathieu Fulat, ça c'est sûr. Non, je suis d'accord avec vous, mais en fait, moi, je regarde juste les grandes tendances, mais souvent, le problème de ces appels d'ouverture à la société civile, c'est qu'ensuite, très vite, avec l'exercice du pouvoir, ils se ferment, parce que la politique est un métier avec des codes, Puis est-ce qu'il n'y a pas le danger, du coup, de d'essentialiser aussi les personnes, disant, regardez, on a le boulanger, enfin, c'est aussi, cette personne, elle est aussi... Non, moi je pense, toutes les études de sciences politiques montrent qu'effectivement, il y a une endogamie qui est assez terrible dans le métier politique, et plus vous montez vers le sommet, plus il y a de l'endogamie, mais pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau culturel, la formation des gens, etc. C'est vraiment important. Après, un exemple qui est bien pour ça, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, dans l'entre-deux-guerres, donc qui naît de la scission du Parti socialiste en 1920, après un congrès qui est resté fameux, qui s'appelle le congrès de Tours, le Parti communiste a mené une véritable politique d'ouvriérisation de ces élites. C'est-à-dire que vous n'étiez pas ouvrier, vous ne pouviez pas diriger ce parti. Et c'est vrai que quand vous regardiez la sociologie des députés sous la 4e République et jusqu'aux années 70, le seul groupe parlementaire où vous aviez une sociologie un peu différente de celle des élites, c'était le Parti communiste, avec un fort... Oui, donc c'est possible. C'est possible, avec après un autre risque, mais LFI ne tombera sûrement pas dans ce problème, mais ça a été identifié aussi il y a longtemps, c'est que ces ouvriers promus, ensuite, ils deviennent eux-mêmes des professionnels de la politique, des bureaucrates. Il y a un sociologue hyper connu qui s'appelle Roberto Michels qui montre que ces partis ouvriers sécrètent une bureaucratie parce qu'il n'y a pas assez de turnover. Une fois que ces gens ont un poste, après, ils ont tendance à le garder. Ce qui est très humain d'ailleurs, mais c'est une tendance. Mais en tout cas, c'est pas nouveau. Le PC, où on disait à LREM en 2017, ont essayé de changer un peu la sociologie des députés. Mais c'est difficile, c'est un vrai combat. C'est ça, puis il suffit pas de les faire élire. Après, il faut comme cette députée, j'ai oublié son nom, qui a dépensé ses frais de représentation en achat personnel, de vêtements, etc. Coralie Dubos. Ouais, voilà. Mathieu Fulat, est-ce que c'est vrai que la France n'a jamais été aussi raciste ?
Là aussi, vous voulez qu'on fasse un cycle d'émissions. Non, enfin, encore une fois, je vous dis, peut-être aussi c'est une déformation professionnelle, mais en histoire, on aime bien les continuités. Mais je pense pas que la France des années 30 était particulièrement ouverte et tolérante. Je pense pas que la France, au moment de la guerre d'Algérie, était particulièrement ouverte et tolérante aux minorités. Quand vous voyez les conditions des vagues d'immigration demandées par la France et par le patronat français pour reconstruire le pays dans les années 50, 60 et l'accueil qui a été fait à ces gens, il y avait clairement des discriminations raciales, de la violence. Enfin voilà, on ne va pas repasser tout le fil de l'histoire sociale de la France après la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, même en termes de vagues d'immigrés, parce que ça me fait penser un peu à l'Ukraine aussi, mais les migrants espagnols de travail, l'immigration de travail espagnole ou portugaise, c'était pas le même accueil que les migrations de travail algériennes, par exemple. Donc vous voulez dire qu'on est plutôt dans une continuité d'hostilité qui a toujours existé ? Moi, je pense même qu'on va vers plus de tolérance. Alors après, il y a d'énormes problèmes que vous avez rappelés, mais enfin, il y a des choses qui changent. On le voit avec MeToo, par exemple. Alors, on n'est plus sur le racisme, mais quand même, il y a des choses qui sont beaucoup plus médiatisées, publicisées. On peut, enfin, notamment pour les hommes, on ne peut pas se comporter comme les responsables politiques pouvaient encore se comporter avant MeToo, par exemple. Il y a encore énormément de travail à faire et des choses à changer. Mais moi, je pense qu'on ne va pas vers une société plus raciste. Je dirais plutôt l'inverse. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir d'entendre ça. Une question que j'aimerais vous poser, on se rapproche de la fin, mais pour vous, Manon Aubry, c'est quoi la réforme que vous auriez envie de porter que vous auriez envie que le groupe porte à l'Assemblée ? Et vous, d'ailleurs, vous allez être candidate ? Non, moi je suis pas candidate, je suis députée européenne et justement j'ai un peu une éthique de mon mandat. Non-cumul. Voilà, et puis pareil, je pense que je fais partie des gens qui pensent pas qu'ils vont faire ça toute leur vie, surtout à mon âge. C'est super difficile de choisir une réforme, peut-être une qui parlera à l'immense majorité des personnes qui nous écoutent et particulièrement des femmes, et qui fait écho à ce qui devait être la grande cause du quinquennat et qui a été peut-être le grand blabla du quinquennat, la lutte contre les violences faites aux femmes. Toutes les associations féministes le disent très clairement. Il faut de l'argent pour investir. Elles l'ont chiffré à 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'a coûté la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les plus riches. Donc si on ne reprend que 1/3 de cet ISF, alors on peut lutter véritablement à la fois contre les féminicides, mais tout le continuum de violence qui fait que notre société est encore aujourd'hui une société sexiste, patriarcale. Et donc, c'est tous les moyens pour accompagner les femmes victimes de violences, pour former les policiers, parce que vous avez certainement vu que nombre de femmes qui ont porté plainte dans des commissariats se sont fait accueillir finalement avec une forme de double peine, une remise en cause de leurs paroles. Bref, tout ça, c'est faisable. Et quand je vous disais tout à l'heure que notre programme tire sa source et son inspiration des mobilisations de la société civile, la question féministe en est une bonne illustration, puisqu'il y a eu, je crois, ces dernières années, une forte montée de la vague et de la mobilisation féministe, et c'est tant mieux. Mais maintenant, il n'y a plus de temps à attendre. C'est comme sur l'écologie. Il faut agir, et en la matière, on sait comment. Et donc, notre gouvernement, ce sera un gouvernement féministe, écologiste évidemment, mais qui fera tout de suite et immédiatement cet investissement qui est indispensable, parce que moi je ne supporte plus qu'il y ait plus de 100 femmes chaque année qui meurent sous les coups de leur conjoint. Ça va bientôt être la fin de notre entretien, mais j'aimerais quand même qu'on mette les pieds dans le plat, vu qu'on parle du métier de député, du métier de la fonction. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier. Non, c'est pas un métier. Moi j'ai un métier avant et ce serait jamais la fonction de député, elle est aussi souvent pointée du doigt pour les avantages qu'ont les députés en France. Je l'ai là, le salaire mensuel, ou le traitement mensuel d'un député, c'est 5 000 à peu près euros net par mois, plus 5 000 euros de notes de frais par mois et une enveloppe pour rémunérer les collaborateurs. Au Parlement européen, dites-moi si je me trompe, le traitement mensuel, c'est autour de 8 000 euros bruts, avec des frais généraux autour de 4 000 euros. Les frais généraux, on peut dire que c'est les notes de frais, peut-être, c'est pour... Non, c'est par exemple, le local. Si vous avez un local, moi j'ai un local à Paris. Voilà, en fait, j'avais envie de vous poser la question très concrètement. À quoi ils vous servent ces 4 000 euros ? Parce que ça paraît beaucoup comme ça. Alors moi, dans mon cas, je les dépense pas tous les mois, donc il va m'en rester une bonne partie à la fin de mon mandat que je vais rendre au Parlement européen. Mais ça sert concrètement
vraiment essentiellement un loyer à Paris. Si vous voulez avoir un local à Paris pour pouvoir recevoir des gens et être en lien avec les gens, c'est assez cher. C'est pas pour vous piéger, hein, c'est pour comprendre. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis assez transparente sur à quoi ça sert. Donc voilà, moi par exemple, j'ai à peu près 1 000 € par mois de loyer d'un local que je loue avec mes autres collègues députés européens. Oui, vous n'avez pas d'avantage en nature, vous n'avez pas le droit. En fait, vous n'avez pas le droit de le prendre. Vous devez justifier et vous n'avez pas le droit de le prendre pour vous. Donc après, c'est du matériel de communication, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est très précis. Et moi, dans mon cas, je peux vous le dire, je le dépenserai pas dans son entièreté, donc j'en rendrai une partie au Parlement européen. S'agissant des salaires, c'est peut-être aussi la différence quand on est un élu de gauche. Nous, on reverse une partie de notre salaire à nos formations politiques respectives. Combien ? En fait, ça dépend des élus et c'est en pourcentage. Donc, c'est entre 10 et 20%. Mais ce qui permet... Ah oui, donc vous reversez entre 10 et 20% de votre salaire à LFI. Exactement. Et l'idée, c'est qu'en effet, à la fois, on puisse financer nos formations politiques, mais surtout, il n'y ait pas trop d'écart avec les niveaux de vie précédents que vous pouviez avoir. Après, pourquoi il y a un certain niveau de salaire qui est donné aux députés, c'est aussi pour qu'ils ne soient pas corrompus. Et bon, Mathieu Fulla en parlerait mieux que moi, c'est aussi un sens historique pour faire en sorte que ces personnes-là, on ne puisse pas les acheter. Même si, à mon sens, je trouve que certaines d'entre elles sont encore trop achetées par des lobbies, mais c'est plus par conviction politique que par ressources financières. Mathieu Fulla, oui, historiquement, comment s'explique ? C'est quand même un haut salaire. Franchement, 5 000 € net, 6 000 € net, c'est tranquille, quoi. Moi, j'allais exactement ce que disait Manon Aubry, mais à la base, l'indemnité parlementaire, c'est très important qu'elle soit suffisamment conséquente pour éviter qu'il y ait que des gens très fortunés qui exercent les fonctions politiques. C'est vrai. Au 19e siècle, c'est pour ça qu'elle a été créée. C'était une revendication républicaine. Il faut une indemnité parlementaire pour permettre à d'autres gens que, à l'époque, des propriétaires terriens, parce que la richesse, c'était la terre, des rentiers, si vous voulez, ou des grands capitaines d'industrie ou des banquiers, d'exercer les métiers politiques. Donc, c'était une revendication pour ouvrir le recrutement. Après, comme dit Manon, oui, le problème, c'est pas tellement le montant de l'indemnité, c'est surtout comment elle est utilisée. Que les sommes allouées pour rémunérer les collaborateurs ou pour telle ou telle mission soient effectivement allouées à ça et qu'il y ait des contrôles. Ça, c'est la démocratie. Ouais. Et c'est grâce à ces contrôles, notamment, qu'il a pu être révélé que la députée La République En Marche dont vous parlez, Coralie Dubost, payait de la lingerie avec cet argent-là. Bon, moi, je préfère payer le loyer de mon local, quoi. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant de vous écouter, c'est passé à grande vitesse. Merci à nos invités Manon Aubry, à Mathieu Fulla. Merci à vous qui nous écoutez et qui partagez, j'en suis sûre, cette passion de l'égalité dont vous parliez, Mathieu Fulla. Merci à nos chargés de production, Charlotte Bex. Merci à notre réalisateur Thomas Vidal. On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. J'ai oublié de rappeler la date des élections législatives, elles ont lieu le 12 juin prochain. Pas d'injonction à aller voter, mais bon, quand même, essayez d'y aller. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très vite.